Première rencontre gourmande et littéraire au Café des Fédérations. Et pour ce faire, évidemment, il nous fallait des invités de marque. Le premier, qui est à ma gauche, tout naturellement, est Maître Soulier, qui est grand avocat, qui fut premier adjoint de la ville de Lyon, qui aurait dû être d'ailleurs le premier édile, mais c'est autre chose, nous en parlerons peut-être, et qui fut également, dernièrement, l'avocat d'une affaire sur laquelle on se permettra juste de revenir un tout petit peu, parce qu'elle est tout à fait d'actualité. À ma droite, tout naturellement, Marc Fraisse, qui vient de signer un livre, Quoi de neuf, De Gaulle. Maître Soulier, cher André, ce livre de mémoire est arrivé enfin, parce qu'il était attendu, et je crois que les Lyonnais ont été surpris par la teneur de ces mémoires, puisqu'ils découvrent tout d'un coup un homme, je pense qu'ils ne connaissaient pas forcément, issu d'abord d'un milieu modeste lyonnais. Est-ce qu'on pourrait en dire quelques mots? Oui, je suis une famille traditionnelle française, dans la mesure où nous ne descendons ni de la royauté, ni d'ordre politique de premier plan qui aurait exercé le pouvoir au XIXe et au XXe siècle. Mon père était chauffeur de taxi, fils d'ouvrier agricole, qui était venu dans la banlieue de Saint-Fond, autant d'autres choses que le Covid, c'est-à-dire la grippe espagnole, en 1917. Et par conséquent, c'est un milieu socialement fort, des gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'héritage, et surtout, pour finir, un père qui était plutôt Marx, non, je provoque, qui était plutôt Jaurès que Marx. Voilà. Ce qui explique mon existence et ensuite les batailles que j'ai menées, celles que j'ai abandonnées, parce qu'il fallait faire bouillir la marmite. Même vous n'avez pas été très loin de Jaurès? De Jaurès. D'en penser. Oui, non, mais je considère toujours que Jaurès est un grand esprit. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'avait pas été assassiné à la veille de l'affrontement avec l'Allemagne du Kaiser Guillaume. Je ne sais pas. Aurait-il été une manière de Clémenceau? Comment ces deux hommes se seraient-ils entendus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, socialement, avec ce vœu qu'une partie de la nation ne soit pas sacrifiée parce qu'il venait de la misère et comportait nécessairement un certain nombre d'hommes et de femmes ayant des qualités intellectuelles hors mesure, comme pouvaient l'être certains dans des classes bourgeoises. Donc voilà, mon regret est là. Alors on me dirait, mais pourquoi avez-vous quitté le Parti socialiste? Exactement. Pourquoi avez-vous quitté le Parti socialiste? Alors, l'ouvrage que j'ai écrit, c'est à peu près 25 à 30% de mon existence, et le reste, c'est 60 à 70% de secret. L'élèverai-je un jour? Je ne sais pas. Mais il y en a un qui est particulièrement lourd dans mon existence, c'est pourquoi je me suis éloigné. J'ai pas eu de rupture avec François Mitterrand. Nous n'avons pas eu d'affrontement. Mais il y avait dans son entourage des gens que je ne pouvais pas supporter et dont je savais, et la suite de l'histoire l'a démontré, qu'ils avaient été des collaborateurs et des collaborateurs actifs de l'Allemagne nazie de l'époque, du gouvernement de Vichy, en tout cas de ceux qui avaient de plus mauvais à Vichy et qui pactisaient avec cet ennemi farouche du juif que j'aime. Pour en revenir à l'actualité, et pas tout à fait celle que je voulais évoquer au départ, nous avons appris depuis 2 jours que le président Mitterrand avait encore eu une dernière ou une énième liaison. Mais est-ce que cette duplicité intime, propre à tout homme après tout, et sur laquelle on n'a pas apporté vraiment un jugement, mais est-ce que cette duplicité-là, on ne la retrouvait pas également politiquement chez François Mitterrand? Alors, on ne peut pas parler de duplicité pour François Mitterrand. François Mitterrand était un homme qui partageait plusieurs héritages. Et d'ailleurs, il est entré dans la résistance, et à partir de Vichy, où
un certain nombre de ses amis sont restés inaltérablement ses amis. Ils ont profité de l'organisation des prisonniers de guerre, lui-même s'était évadé pour monter des cellules de résistance réelles. Il n'y a pas de discussion sur ce point. Simplement, l'homme avait vécu dans des moments si difficiles que lorsqu'on a connu quelqu'un dont on ne possède pas naturellement la suite de la carrière. Je pense en ce moment à René Bousquet. Il ne savait pas tout de René Bousquet. Et quand il va devant la Cour de justice pour demander que soit levée l'indignité qui le frappait, on ne peut pas imaginer qu'un homme aussi intelligent, habile et qui a un profil politique aussi acéré que celui de François Mitterrand ait pu s'engager alors même que des crimes qui pouvaient être reprochés à ceux qui avaient été collaborés à un niveau tellement élevé qu'on y trouve la trace du Vel'd'Hiv, avec les femmes, les enfants, les vieillards. On ne peut pas imaginer que François Mitterrand l'ait su. Et moi, je ne l'ai jamais cru. Sauf que, comme il s'agissait d'une période où il avait connu tant de gens, aussi bien en stalag, puisqu'il n'était pas en oflag, il n'était pas officier, il était le soldat de base lorsqu'il a été fait prisonnier, il avait de la difficulté à rompre avec un passé des gens qu'il avait connus. Voilà. Je suis indulgent avec lui, et j'ai même confessé dans le livre, puisque vous évoquiez mes relations avec un prince de l'Église catholique, je regrette, ayant pris la décision que j'ai prise, de ne pas le lui avoir dit. Je suis parti aux États-Unis et puis j'ai fait autre chose. Et puis surtout, Louis Pradel m'avait dit, écoutez, je vais tenir le coup, nous allons constituer la prochaine liste ensemble. Ça voulait dire, vous êtes mon successeur. Maître André, votre tour de campagne a suffisamment duré. Et je ne suis pas allé voir François Mitterrand. Là-dessus, il y a un pari. M'aurait-il retourné ou pas? Je ne crois pas qu'il m'aurait retourné. C'est tout. Je dis que ce livre de mémoire a surpris les Lyonnais, puisque Lyon, tout compte fait, n'est pas la ville la plus présente dans ces mémoires. Bien au contraire, ce sont des mémoires nationales, ce sont des mémoires d'un homme qui a eu un destin national et qui ne veut pas s'attarder sur sa ville. C'est peut-être partie des 70% de secret d'ailleurs, la ville de Lyon. Et je crois que les Lyonnais ont été un tout petit peu surpris, effectivement, peut-être même certains déçus, de ne pas trouver des choses très affriolantes, très aguichantes sur les relations, les mœurs des Lyonnais. Mais une chose certaine, c'est que vous avez évoqué par exemple Jean Auger, le patron, le petit Jean Auger, le petit Jeannot, le patron des Lyonnais, du gang des Lyonnais. Oui. Et l'image d'André Soulier, comme celle d'ailleurs de Jean Naissant, était souvent marquée comme les avocats des bandits, les avocats des voyous. Et après tout, c'est le rôle d'un avocat que de défendre des voyous. Alors pourquoi doit-on toujours se justifier lorsque l'on de prendre la défense? Non, le rôle d'un avocat n'est pas de défendre des voyous, c'est de chercher la justice. C'est de chercher la justice, bien sûr. Pour qui que ce soit. Mais pourquoi doit-on toujours se justifier lorsqu'on a affaire à des voyous, qui sont de rechef les premiers clients de la justice? Non, mais enfin, l'Église catholique et le christianisme ne seraient pas nés si Jésus avait condamné ceux qui étaient avec lui. Il considère, et on considère d'ailleurs, que Judas a été un homme déterminant dans l'évolution du christianisme. Si Jésus revenait parmi nous, il le dirait, le laïc que je suis du point de vue des institutions. Pour le reste, l'esprit va où il veut et n'appartient à personne d'autre qu'à soi-même et peut-être à une providence. Mais défendre des voyous, why not? Moi, je viens d'un milieu ouvrier, j'ai bien vu qu'il y avait quelques camarades qui avaient un petit peu divergé. J'allais demander justice pour eux. J'ai même obtenu des acquittements, parfois retentissants, contre l'État français. Je me souviens d'une période à Nice où j'avais demandé qu'on acquitte des gens qui avaient déclaré « Oui, c'est vrai, j'ai attaqué tel hypermarché, j'ai dévalisé cette banque, etc. » Mais tout simplement parce qu'ils avaient été en relation avec un groupe en Algérie au moment de l'indépendance et de la bataille qui s'appelait Canal, pas Canal+. Et Canal était une organisation de financement.
Et le jury, dont je soupçonne quand même que sur les 9 jurés, plus les 3 magistrats, il devait y avoir au moins 5 personnes qui venaient d'Algérie, des pieds noirs. Et ils m'ont suivi avec enthousiasme, naturellement, puisque la minorité de faveur s'est appliquée. Acquittement général. Et nous nous sommes levés, c'était à Nice, nous avons entonné la Marseillaise, le président était blême. Quelque temps plus tard, rentrant à Lyon et rencontrant le président Combaz, qui était le terrible président de la cour d'assises ici, qui présidait cette affaire dans laquelle vous avez obtenu cet acquittement, loin de vos bases, me dit Combaz, vieux radical socialiste. Je dis votre collègue, le conseiller Veuillet d'Aix-en-Provence. Le couperet est tombé. Ah oui, un bon juge de paix. À propos d'acquittement, vous en avez obtenu d'autres et non des moindres. Non des moindres, puisque on aurait bien imaginé que le garde des Sceaux, justement, de François Mitterrand, soit André Soulier, si l'histoire avait été dessinée autrement, elle avait voulu autrement. La peine de mort, ça a été un de vos grands combats. C'est un grand combat et je suis très content que mon préfacier, ou l'auteur de l'avant-propos de mon livre, se nomme Robert Badinter. Au sujet de grandes affaires, il y a eu une affaire que vous avez plaidée dernièrement. C'est l'affaire dite de Barbarin. Et là, dernièrement, vient de tomber un couperet un peu curieux d'ailleurs, qui laisse perplexe sur les méfaits perpétrés par des prêtres envers des enfants. Ça serait à refaire, vous le referiez ? Ah non, je plaiderais très exactement la même chose dans ces concernant Philippe Barbarin. Il y avait un argument central qui est notre espèce, notre vie. C'est la différence qu'il y a entre nous et un protozoaire ou un rat. C'est-à-dire la conscience, la possibilité de se déterminer face à un bien, face à un mal, face à une offre, face à un amour, face à des situations difficiles. C'est le fait que nous avons été dotés à tort ou à raison de la raison, avec une conscience, et que par conséquent, on ne doit pas poursuivre quelqu'un, alors que celui qui avait la possibilité de le faire était majeur. On avait allongé les droits, le temps de la présomption pour déposer plainte, et voilà un homme de 40 et quelques années, 5 enfants, une situation pérenne, incité par le cardinal à aller déposer plainte au parquet, qui ne le fait pas. Dit-il, j'ai cru ou j'ai pensé que c'était prescrit. Non, non, tout ça est une plaisanterie de garçon de bain. Avant, on disait malgache, je me demande pourquoi on m'envolait au malgache. Et monsieur, cet homme, j'ai plaidé que lorsque nous avons quelqu'un qui possède tous les ressorts, la conscience, l'esprit de décision, la situation, l'insertion dans la situation, venir chercher un substitut qui soit Philippe Barbarin. La deuxième démonstration était que, naturellement, j'ai établi que Philippe Barbarin l'avait incité, l'avait poussé à saisir le parquet, ce qu'il a fait, mais trop tard. Voilà. Mais voilà, je ne dis pas que Philippe Barbarin est un ange, parce que d'autres ont prétendu que c'était un démon. C'était un homme soumis à la loi française. Et nous étions poursuivis en vertu du code pénal, et pas du code d'Hammurabi. Ça pose quand même une question de conscience, parce que j'ai entendu dans l'actualité, le problème est le suivant, c'est qu'on va dédommager, paraît-il, enfin on va chercher un mode de dédommagement des victimes. Mais je serais, c'est peut-être facile ce que je vais dire, je serais une de ces victimes, je ne sais pas si j'aurais envie d'être dédommagé. Oui. Je trouve quand même quelque chose de très chagrinant, et on parlait de conscience, qui à ce moment-là pose effectivement ce problème de conscience. Une question, pour passer sur notre voisin. André Soulier a-t-il été gaulliste ? Oui. Les intermittences sont les temps où le pays est fragile et où un homme de 50 ans a pris la décision, encourant la mort, s'il avait été attrapé à un moment ou à un autre, ou rattrapé par les nazis et
leurs aides, c'est-à-dire les collaborateurs, j'admire profondément le général de Gaulle. Voilà. Mais il faut des circonstances exceptionnelles. Pour le reste du temps, non, je ne le trouvais pas très marrant. Alors, est-ce que Marc Fraisse l'a trouvé marrant, le général de Gaulle? Différent, on ne peut pas dire qu'on peut le trouver marrant. Moi, vous savez, pourquoi j'ai écrit Code d'œuvre général de Gaulle, c'est tout simplement parce que je suis attaché à l'histoire de la France. Et que le 18 juin 1940, le général de Gaulle est rentré dans l'histoire. Et que si beaucoup de Français l'avaient soutenu, on aurait peut-être moins souffert. Moi qui suis d'une famille de résistants et déportés ardéchois, mon papa Lévi Fraisse, on aurait pu fêter ses 100 ans le 21 juillet. Il était né le 21 juillet 21. Ma maman pourrait fêter ses 100 ans dimanche 10 octobre 1921. Je vous assure que dans la situation de la France aujourd'hui, on aurait besoin d'un De Gaulle. Un De Gaulle qui affirme des convictions, qui affirme des valeurs, qui se battent pour l'intérêt de la nation, pas pour l'intérêt des riches ou des pauvres, c'est-à-dire ni de droite ni de gauche, l'intérêt général. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. Et quand on voit les dérives actuelles, quand on voit les dérives médiatiques, quand on voit les élections présidentielles qui arrivent en 2022, on voit des sondages qui sortent tous les jours. On a l'impression que c'est les médias, les responsables des sondages qui fabriquent les candidats, qui les pendent, qui les font monter, qui les font descendre. On n'en est plus là. Et que les gens, aujourd'hui, les Françaises et les Français, le média étant tellement à la mode, par toutes les circonstances qui existent, que ce soit la télé, la radio, le téléphone, tout ce qu'on peut obtenir, eh bien voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des sondages qui sont surprenants du jour en jour. Donc je voudrais bien qu'il y ait un vrai De Gaulle qui existe aujourd'hui et qui apporte avec autorité les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Oui, alors moi j'entends bien ça, mais tous les candidats se revendiquent de Gaulle et tout le monde dit qu'il est gaulliste. Maintenant, même d'ailleurs les socialistes qui se prônaient le coup d'État permanent et qui se gargarisaient avec le livre de Mitterrand, maintenant tout le monde est gaulliste. Même le candidat qui monte actuellement dans les sondages se permet de dire qu'il est gaulliste. Mais quel De Gaulle? Quel De Gaulle? Parce que, d'accord, le De Gaulle de 1940, je suis d'accord. Ensuite, on a quand même un De Gaulle qui passe 2 fois au pouvoir et qui, à 2 reprises, réussit un certain nombre de choses, il faut l'accorder. Également la reconstruction d'un pays. Donc c'est la Ve République. Et qui réussit une 5e République. Mais de quel De Gaulle, Marc Fraisse, est-il le plus admiratif? Mais vous savez ce qui est triste, c'est que les Français sont quand même assez bizarres. Quand vous voyez qu'ils ont élu De Gaulle, quand il a décidé d'être candidat des présidentielles, et que pratiquement 4 ans après, c'est tout juste si on ne le mettait pas en difficulté. C'est-à-dire que le Français aujourd'hui est à géométrie variable. Il faut qu'il retrouve les vraies valeurs de la République. Il faut qu'il retrouve un engagement, notamment pour ceux qui s'engagent en politique. On a l'impression que ceux qui s'engagent en politique vont chercher titre, grade et indemnité. C'est un peu dommage. Ça devient une profession. Ça devient des gens qui... Moi, j'étais le seul député inscrit à la Chambre de métier. Et quand je vois de la façon dont les énarques ont pris le pouvoir dans le pays, je m'inquiète. Et que De Gaulle doit se retourner dans sa tombe. On a l'impression que c'est plus le peuple qui a le pouvoir. Mais ce sont ceux qui commandent le système. Rappelez-vous l'élection d'Emmanuel Macron il y a bientôt 5 ans. Cet homme-là qui n'a jamais été élu de sa vie, même pas conseiller municipal, a été fabriqué par qui et comment? Je ne dis pas que c'est un mauvais président, parce qu'il n'a quand même pas eu de chance dans son mandat, puisqu'il a vécu le Covid, qui a quand même mis la France en grave difficulté comme d'autres pays. Et il a su quand même apporter un certain nombre de choses. Donc j'ai le respect. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a des doutes. Il y a un De Gaulle que j'aurais aimé, mais c'est le De Gaulle du 18 juin 1940. C'est le De Gaulle qui est capable de dire ce qu'il pensait. Et quand Zemmour dit qu'il est gaulliste, c'est que Zemmour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il dit des choses qui sont vraies, que les pensées ressentent, que les Français ressentent, même si je ne suis pas d'accord sur tout. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les banlieues, j'écoutais encore une émission tout à l'heure en revenant de Saint-Étienne. On a interviewé des coiffeurs, on a interviewé des entreprises de béton, des maçons qui ne trouvent pas d'employés, Et ils expliquaient pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils arrivent à vivre du système social et d'autres avantages. Quand on voit un chef d'entreprise, ce qu'il paye comme charge sociale aujourd'hui, il y a un entrepreneur maçon qui disait tout à l'heure, nous on est prêt à augmenter de 20% les salaires.
à condition qu'on nous diminue de 20% les charges sociales. Vous avez vu les charges d'une entreprise? Et là, il y aurait besoin de quelqu'un qui ait le courage de dire ce qu'il pense. Et c'est pas le moment. On n'a pas l'impression. Et si, même si ça peut déplaire à certains, si Éric Zemmour aujourd'hui monte dans les sondages, même si je doute du côté fondamental des sondages, il dit des choses aussi qui sont vraies. Quand on voit ce qui se passe dans les banlieues, quand on regarde ce qui se passe quand on va à Place du Pont, quand on va rue Pierre ou d'autres, quand on va route de Vienne, Il n'est pas le seul. il y a de quoi s'inquiéter. Et Marc Fraisse, je vais me permettre, parce qu'on va dévier autrement, on va revenir sur le livre, mais juste pour dire une petite anecdote, Place du Pont, elle ne s'appelle plus la Place du Pont depuis 1945, Oui, oui. C'est la place Gabriel-Péri. Et justement, si l'on moi, j'ai créé mon laboratoire, et 3 si rue l'on Paul Bert, si Place l'on du Pont. interpelle un petit maghrébin, place Gabriel-Péri, et qu'on lui dit où habite-t-on, où est-on ici, il va vous répondre Place du Pont. Ce qui me laisse supposer quand même que l'intégration se passe pas si mal que ça. Moi, je crois qu'il y a des gens qui appellent au crime quand même, et que le grand remplacement, on en est très très loin, le grand remplacement. Et puis en plus, d'ailleurs, il y a une chose qui revient d'ailleurs par rapport à De Gaulle, et on va revenir sur son livre, c'est que De Gaulle parlait tout le temps de la marche que l'on ne peut arrêter de l'histoire. L'histoire marche, l'histoire est en marche. Et là, en ce moment, les flux migratoires, les changements de population, c'est quelque chose qui devait un jour ou l'autre nous arriver. Je ne vois pas bien pourquoi un homme politique devrait avoir le courage de dire stop. Au contraire, il devrait avoir le courage de dire comment allons-nous gérer ceci, comment allons-nous pouvoir gérer cela. Et donc, on va revenir sur le livre de Quoi de neuf de Gaulle. Il y a des témoignages à l'intérieur qui sont très intéressants, des témoignages, même des contributions qui sont très intéressantes, mais le Marc Fraisse que j'ai toujours connu, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, que j'ai toujours connu gaulliste, trop longtemps. Non. Ah bon? Non, c'est vrai, j'ai dit. Ouais, ah bon, d'accord, j'ai cru que c'était trop longtemps. Bah non, pas du tout. Oui, mais j'ai On cru s'est remis à longtemps. l'époque, je chantais. Voilà, donc le Marc Fraisse, qui est de gaulliste, je le comprends très bien. Est-ce que ce livre est un retour à la politique, dans la vie politique, ou une contribution? C'est une contribution. Mais c'est vrai que il y a parfois, ça me démange d'avoir un retour politique. Quand je vois ce qui se passe, l'autre jour, j'étais reçu au Géville, à Villeurbanne, l'association des commerçants, artisans et chefs d'entreprise. Quand j'ai vu l'accueil que j'ai eu, quand je vois ce que certains ont envie qu'on fasse et qu'on dise, dire la vérité, penser ce qu'on dit, ne pas faire de la politique, c'est seulement pour avoir une petite grade de qualité, comme j'ai dit tout à l'heure, mais la politique par conviction pour défendre l'intérêt général, eh bien oui, parfois j'ai envie d'y aller. Bien, merci. Petit mot, André Soulier. Le personnage dont on a parlé, qui monte dans les sondages, a beaucoup d'invectives vis-à-vis d'une population particulière. Est-ce que c'est une façon de s'en sortir que de prendre toujours un bouc émissaire? Je ne crois pas que ce soit la bonne réponse, mais enfin, je demande quand même à André Soulier. Non, je ne crois pas, moi, un instant à cette candidature. Mais ça, c'est autre chose, si elle est effective. Et je ne parle pas de la collecte auprès des maires. Je pense que M. Zemmour est un histrion. J'ai pas dit que c'était Caligula. Voilà, je ne suis pas, mais intellectuel, avec beaucoup de gens. Mais c'est tout. Il n'y a pas de fond et de fondement. Il cherche, et d'ailleurs je suis frappé que depuis 3 ans, que M. Zemmour, aujourd'hui, prétend prendre la place du RPF. Du RPR, mais du RPF, avant du Rassemblement du peuple français de Charles de Gaulle. Alors là, l'ortie pousse dans mes oreilles. Je crois surtout que c'est un très bon vendeur de livres. C'est un Oui, homme non, qui est non, en train mais de moi, vendre son livre. Et puisque nous en sommes là, Mais je crois que c'est vrai. oui, je crois que c'est surtout ça qui est en train de s'opérer. Ouais, je s'opérer. crois. C'est une très grande opération de marketing de livres. Et à propos de livres, eh bien, je voudrais vous recommander donc 1001 vies de André Soulier. Alors, c'est un chiffre un peu aléatoire, parce que je pense qu'il y en a plus que 1001. C'est aux éditions Cherche Midi, et ça coûte 18,80 €. J'aime beaucoup les éditeurs qui sont en train de chercher les centimes. J'ai bien connu Bernard Tapie, pour lequel le procès en canonisation a commencé Oui, tout à à fait. Marseille, bientôt à Rome. J'étais député avec lui. Le deuxième livre, Marc Fraisse, c'est aux éditions Domino, ça coûte 22 €. Et je vous les présente.
voici. Et je vous présente quelques ouvrages. Sur le fil du rasoir de Maurice Revelli. Un merveilleux petit livre. Dominique Bussy dans Monclaude. Super. Ancien avocat, ancienne C'est le plus beau. magistrate, femme d'élite. Un livre assez étonnant. Je reviendrai un jour dessus. Georges Fenech. Bataclan, Paris, Stade de France, le procès. Je voulais beaucoup ce gros livre qui est à la mémoire de Christophe Dominici. À dire vrai, c'est la publication de ses mémoires auquel a été rajoutée une très belle préface de son père, voilà, qui est aux éditions Le Cherche-Midi aussi, et qui coûte 18,90 € celui-ci, il a 10 centimes de plus, ça va être le nombre de pages. Et puis Michel Besson, Technique de communication gagnante, c'est aux éditions Marc Daga et ça coûte 19,90 €. Et puis un petit livre de Patrick Jourdain-Monin qui s'occupe des people avec Gisèle Lombard au Progrès, c'est aux éditions Domino aussi, c'est à 20 €. Voici, tous les livres ont été présentés pour cette première rencontre gourmande et littéraire des Fédés, en remerciant encore Jean-Luc Place, le maître de maison, de nous avoir accueillis, et Michel Godet de m'avoir accompagné dans cette aventure.